Hola, hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture. Version française vous ravit avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Aujourd'hui, on se la joue Patrick Swayze dans Ghost, mais avec la céramiste Marie Lautroux en tête d'affiche. Chez Schiaparelli, tout est une histoire de savoir-faire et c'est le directeur artistique Bertrand Guyon qui nous en parle. On dit que le mieux, c'est de le dire avec des fleurs, plus d'excuses avec ce repérage 100% floral. Si Cocotte Studio est avant tout une histoire de femme, c'est surtout une belle aventure design et c'est leur élève. Beau pour les yeux, bon pour la tête, le tout en version 100% française. C'est point de vue. Promener le chien, monter votre nouvelle étagère, arroser les plantes à votre place ou encore se faire livrer le journal par un habitant du coin. C'est la belle idée de Lulu dans ma rue. Cette conciergerie de quartier met en relation des particuliers aux talents multiples afin de résoudre les tracas et besoins des habitants. On avait justement besoin de réparer le lavabo. On a trouvé le village d'irréductibles gaulois qui, depuis 1997, construisent un château fort selon les techniques et matériaux du Moyen-Âge. Forgerons et tailleurs de pierre cohabitent et allient leurs forces pour mener à bien ce projet colossal. La légende raconte que d'ici quelques années, on pourra même y combattre un dragon perché sur une tour. Au 10 rue des Jardins, tout le monde s'affaire à la cuisine et à chaque étage sa spécialité. Ici se côtoient boulettes de dinde, cake à la banane, guacamole ou encore au yako. Un livre de recettes illustré qui peut même être utilisé par les enfants, le tout superbement illustré par Félicita Sala. Depuis quelques années, on assiste au grand retour du body. Ciao le body 80s, on lycra flashy et échancré. Les body flares s'adaptent à tous les looks. En plus d'être la pièce fashion du moment, ils sont made in France jusqu'au packaging. Même l'étiquette est fabriquée dans l'Hexagone. Un joli moyen de perpétuer les savoir-faire français tout en restant stylé. Rustique mais épuré, des teintes naturelles mais modernes, c'est le subtil équilibre dont la céramiste Marie Lautroux a le secret. Elle nous en dit un peu plus aujourd'hui. Au détour d'une petite rue du 11e arrondissement, vous trouverez un banc devant un atelier de céramique. Et certainement Marie à l'intérieur, en train de chérir la terre. Et pas n'importe laquelle. Le grès français pur, il n'y en a que 3. Il y a le grès de Moutier, le grès de Trény et le grès de Saint-Amand. Chez Marie, pas de porcelaine ni de faïence, elle ne jure que par le grès. C'est une argile qui supporte la haute température. Après avoir sélectionné son morceau de terre, Marie commence par la malaxer. Chez les potiers, on raconte qu'il faut répéter le geste 50 fois. C'est parti ensuite pour le tournage à la motte. Je vais faire plein de petites tasses qu'on coupe au fur et à mesure. Sinon, si vous voulez faire, je sais pas moi, 4 saladiers, vous allez être obligé de prendre 4 boules de terre et de les faire une par une. Première étape avant de former les tasses, Marie doit monter la quille. C'est pour que la terre tourne droit. Parce que par exemple là, mes mains, elles bougent, la terre, elle tourne pas rond. Et donc, je la fais monter comme ça et redescendre jusqu'à ce qu'elle tourne sur son axe en fait. Et en fait que par rapport au centre, la terre, elle soit répartie exactement pareil. Pour qu'après, quand on tourne la pièce, les bords soient à la même hauteur. La potière préforme une petite boule qui va lui servir à façonner la tasse. Elle creuse ensuite un trou avec ses pouces. Et après, il faut monter les parois. Et surtout, faire des bords bien ronds. Selon ses envies et en une seule caresse, elle peut changer le destin de l'objet. Si on ferme, on a un bol un peu fermé. Donc c'est pratique, on se dit qu'on ne va pas renverser son café. Et si on ouvre, ça fait un peu plus distingué. Vous l'aurez sûrement remarqué, Marie utilise un vieux tour de potier. Elle a appris de cette manière, pas question de passer à l'électrique. C'est plus calme, c'est plus une petite rêverie. On n'y pense même plus au pied. Sur le moment, oui, mais après on y pense un peu plus, n'est-ce pas Marie ? Et j'ai mal que d'un seul côté et ça y est, j'ai une cuisse plus grosse que l'autre. Pendant des années, ça se voyait pas, mais là, c'est...
Nous, on n'a rien remarqué en tout cas. Et le rythme ne risque pas de ralentir, puisque le talent d'un potier s'affine à force de répétition. Il m'en faut faire 4-5 avant de les avoir tous à la même taille, pour que le format me rentre un petit peu dans les mains. Vous ne pouvez pas être bon sans avoir fait des centaines de pièces. C'est le corps qui apprend, c'est pas nous. Première fournée terminée, il faut maintenant laisser les tasses se reposer. Il faut que ça sèche, parce que si vous mettez une pièce pas sèche dans le four, elle explose. Parce que la surface va cuire avant et fermer les pores, et l'eau qui est emprisonnée dedans va vouloir sortir, donc ça explose. Ne prenons pas de risque alors. Au bout de quelques heures à bronzer sur une chaise, les tasses sont prêtes. Je les pose sur un mandrin et je vais, disons, sculpter le pied. Le pied, suivant qu'il est large et court, la pièce elle va paraître stable. Et s'il est étroit et haut, la pièce va paraître plus élégante, comme une femme montée sur des escarpins, mais du coup plus instable. Une fois les talons mis, il faut choisir la robe. Marie colore sa terre avec un mélange de terre, c'est l'engobe. L'engobe, c'est cette délicieuse crème onctueuse qui est composée pour moitié de grès blanc et moitié porcelaine. Soit elle trempe l'objet en entier, soit elle utilise son pinceau. Pour ça, Marie marche surtout à l'instinct. Dernière étape, il faut émailler les pièces pour leur donner un petit côté verni. Mettre le tout au four à 1265 degrés pendant 10 heures, patienter encore 24 heures, et enfin, vous pourrez boire dans votre tasse à café. Pour les plus courageux, Marie donne aussi des cours dans son atelier. Pour les plus impatients, vous pouvez aussi venir sur place acheter votre tasse. Si Bertrand Guyon a fait ses armes chez Givenchy et Christian Lacroix, il évolue désormais dans la mythique maison Schiaparelli. Attention, haute couture à l'horizon. Derrière ces grandes fenêtres du 21 Place Vendôme se cachent les ateliers de la maison iconique d'Elsa Schiaparelli. Et l'on oublie parfois que cette maison de couture qui date des années 30 a fermé ses portes en 1954 avant de reprendre ses activités en 2013. Au dernier étage de cet immeuble, Bertrand Guyon, directeur artistique de la maison, prépare dans le plus grand secret la prochaine collection de couture. Très jeune, Bertrand se passionne pour la mode et après plusieurs expériences dans de grandes maisons comme Givenchy ou Valentino, il est nommé à la tête de l'empire Schiaparelli en 2015. J'ai toujours adoré et j'ai toujours été attiré par la couture en particulier. J'aime l'atmosphère des maisons de couture, j'aime la création textile en général, j'aime travailler avec les artisans, j'aime travailler avec les ateliers. Bertrand Guyon a su moderniser la maison en imposant sa griffe et sa sensibilité tout en respectant l'esprit Schiaparelli. Et quand on regarde quelques décennies en arrière, on voit bien que cet esprit-là plane toujours au-dessus de la place Vendôme. J'aime bien le voir évoluer, j'aime bien pouvoir toujours apporter une modification quelque part, une évolution. Quand le vêtement est terminé, c'est fini. Voilà, la collection elle est présentée, il y a un moment comme ça fugitif qui dure très peu de temps, puis après voilà, on passe à une autre. La chose la plus passionnante, c'est tout le processus de création. Et ce qui est bien, c'est de vraiment exagérer le volume d'ici. Je trouve que c'est trop contrasté. On va quand même l'épingler. On va faire une photo avec celui-là et celui-là, les deux, ensemble. C'est vraiment comme des manches, en fait. Hein. Il ne va pas les finir. Comme ça, Christian, il peut la monter comme si c'était une manche gaine. Avec des petites pressions et ça, voilà. Même si c'est Bertrand qui dessine la collection et qui a le mot de la fin, les décisions se prennent en équipe. On travaille tous ensemble. C'est pas un travail solitaire, en solitaire. Il y a toute l'équipe du studio qui est là, l'atelier qui est juste à côté. On se voit presque tous les jours. On a des essayages presque tous les jours. C'est une collaboration de chaque instant. Et c'est très agréable. En parlant de collaboration, depuis quelques temps, Bertrand Guyon collabore avec Cécile Felschenfeld, une artiste textile qui lui a tricoté cette maille multicolore pour l'une des pièces phares de la prochaine collection.
Et pour Cécile, c'est également le mot collaboration qui prime. C'est vraiment exceptionnel de travailler avec Bertrand. Je sais pas, mais on a dès le début le même goût pour les couleurs, pour la matière, qui est un peu à part chez moi. Cette année, la collection est particulière, car Bertrand s'est totalement inspiré d'Elsa Schiaparelli. Les quelques archives disponibles sur Elsa ne le quittent jamais et son moodboard est rempli de portraits d'elle. Elsa a même une place de choix dans l'atelier. Et petite nouveauté, le prochain défilé n'aura pas lieu dans les salons du 21 Place Vendôme, mais à l'Opéra Garnier. Et forcément, le lieu a une influence sur la collection. C'est sûr que ça influence beaucoup, parce que entre présenter une collection dans un espace qui est quand même assez réduit, avec une enfilade de salons, et tout d'un coup se retrouver dans une salle absolument monumentale avec 25 mètres de hauteur sous plafond, des stucs, des poutres, tout ce côté Napoléon III, presque oppressant, c'était important pour moi de l'avoir bien en tête pour aussi imaginer certaines robes qui pourraient, je dirais, tenir dans cet espace-là. Vous le gardez pour vous, mais il paraît que Schiaparelli a élu domicile à l'Opéra Garnier pour encore quelques défilés. Mais chut, c'est un secret. Bonjour Bertrand Gouillan. Bonjour. Merci de nous recevoir chez Schiaparelli, Merci au 21 Place Vendôme. Bienvenue. Vous avez fait un parcours assez exemplaire entre, bien sûr, Valentino, Lacroix, Pierre Cardin, beaucoup de maisons, des très belles maisons. Vous êtes de nature plutôt discrète. Oui. 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 Plutôt discrète, mais c'est aussi en fonction de ce qu'on peut faire aussi, des fonctions qu'on peut avoir dans une maison. Et j'ai toujours travaillé au sein des studios, donc je n'étais jamais en première ligne. C'est donc tout à fait évident et naturel pour moi d'être toujours en retrait. D'ailleurs, comment vous avez pris l'appel de Schiaparelli en 2015 ? Ça s'est passé comment ? Un matin, je sortais de chez moi pour aller à mon bureau, Piazza Mignanelli, chez Valentino, et je ne réponds jamais au téléphone. Jamais. Je déteste parler au téléphone. Donc ce matin, là, le téléphone sonne, dans le bus en plus. Je ne sais pas pourquoi, j'ai répondu. C'est le destin. Bertrand, la maison, bien sûr, a une longue et grande histoire, mais pas beaucoup d'archives, en tout cas qu'on peut consulter. Donc, comment faites-vous, pour vous imprégner de la maison, deux, pour garder quand même assez de recul, pour rester innovant, pour rester moderne ? On a quand même des archives intéressantes ici. On n'a pas beaucoup de choses, malheureusement, parce que, comme vous le savez, la maison a cessé son activité couture en 1954, donc il s'est passé beaucoup d'années sans activité. C'est déjà bien. Et puis je m'informe et je découvre Schiaparelli presque chaque jour en réalité. Ce sont aussi par des rencontres que l'on peut faire, parfois des lettres spontanées de personnes qui ont travaillé dans la maison. Et qui vous racontent leurs souvenirs. Et qui recontactent la maison. Et c'est très agréable de pouvoir rencontrer ces personnes et d'échanger avec elles sur l'histoire de cette maison qui est quand même une maison extraordinaire. C'est une maison extraordinaire, oui. C'est vrai. Et vous avez dit un jour, je la traite comme une jeune maison de couture. Pourquoi ? Disons que c'est une maison iconique, c'est une maison qui est une colonne de l'histoire de la mode et du costume du XXe siècle. Mais aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, avec la réouverture et le lancement officiel de la maison Schiaparelli et son renouveau et sa renaissance, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une jeune vieille maison, si vous voulez. Ce n'est pas comme des noms iconiques qui ont toujours eu une activité. Donc du coup, ça vous donne une grande liberté de pouvoir inventer... peut-être aussi ce tronçon d'histoire ou votre propre histoire, la mettre dedans. C'est à la fois un mélange d'interprétation personnelle,
qui est nourrie par tout ce que je peux puiser comme information. Il y a aussi à la fois une partie qui est étroitement liée à l'histoire de la maison, mais il y a aussi, bien sûr, une interprétation, une sensibilité personnelle. Bertrand, quand on voit les salons de ce 21 Place Vendôme qui sont splendides, il y a pas que la mode, il y a aussi vraiment la décoration, un art de vivre, il y a des œuvres de Michel Franck, de Madeleine Castin. On voit que cela aussi vous inspire dans vos collections. Vous êtes quelqu'un qui est très attentif à ça. Je suis très, très, très attentif au décor. J'ai une grande passion pour l'objet en général et la décoration en particulier, donc c'est étroitement lié. La collection, elle est aussi sur Elsa Schiaparelli, mais aussi l'univers dans lequel elle évoluait. Encore un petit mot sur les collaborations avec les artistes, avec les surréalistes. C'est quelque chose qui était très, très marquant pour cette maison. Est-ce que vous envisagez de faire la même chose? Est-ce que vous avez envie de collaborer avec des artistes pour vos collections? Bien sûr, oui. Tout à fait, oui. C'est des choses qui sont en projet, d'ailleurs. D'accord. Bon, on ne va pas en dire plus, alors. Merci beaucoup, Bertrand. Merci beaucoup à vous. On l'aime un peu, beaucoup, à la folie et surtout passionnément. C'est le repérage Paris Fleurs. 3 adresses, tout en poésie. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les rues de la capitale pour découvrir ses coins les plus fleuris. Première étape, on vous donne rendez-vous dans un jardin. Pas celui d'un particulier, non, bien heureusement, avec ses 80 000 fleurs, celui-là a besoin de 40 jardiniers pour prendre soin de lui. C'est le Jardin des Plantes de Paris, un somptueux tableau impressionniste, haut en couleurs. Voici plus de 4 siècles que des petites mains vertes chérissent ces plantes. Au début, il y avait principalement des espèces aux vertus thérapeutiques. Au fil des années, le Jardin des Plantes est devenu plus largement un centre de recherche scientifique, avec son musée d'histoire naturelle, mais pas seulement. Les Parisiens et touristes se sont appropriés les lieux. Avec ses grandes allées verdoyantes et ses parterres colorés, ils auraient tort de s'en priver. Après avoir admiré toutes ces fleurs, direction la place de la Madeleine pour s'acheter un petit bouquet. Au XIXe siècle, le marché aux fleurs s'étendait tout autour de l'église. Aujourd'hui, quelques marchands occupent encore cette place historique. Alors, allons rencontrer l'une d'entre eux. Vous voyez la jeune fille cachée derrière ces fleurs? C'est Philippa. Avant d'être fleuriste, elle travaillait dans la communication. J'avais besoin d'un métier artisanal, un métier où on fait travailler les mains, mais aussi de la créativité. De faire un bouquet, c'est un peu comme faire un tableau, donc ça regroupe un peu tout. En fait, ce qui me plaît surtout, c'est d'être commerçante. Enfin, au-delà d'être fleuriste, il y a bien sûr vendre des fleurs, mais ici, on est au marché, on voit des gens tout le temps. Voilà, c'est assez agréable d'être tout le temps dehors, de voir le ciel toute la journée, de voir du vivant, de travailler du végétal, quoi. Philippa s'approvisionne au marché de Rungis. Elle se rend 2 à 3 fois par semaine pour garantir la fraîcheur des fleurs. J'essaye de privilégier beaucoup les petits producteurs locaux. Tant qu'à faire, en Ile-de-France, on a quand même beaucoup de végétaux très beaux, puis du coup, ça a fait moins de chemin. Je crée selon ce que je trouve, donc c'est quand j'achète mes fleurs que vraiment je compare, je regarde les couleurs, c'est plus des questions de camailleux en fait. Je sais pas, il y a des matins où j'ai envie de violet, je vais acheter plein de violets, je sais pas pourquoi, mais voilà, donc c'est vraiment plus au feeling. Des fleurs pour décorer, d'accord, mais des fleurs pour déguster, vous connaissez? Dans les jardins du musée de Montmartre, Jessica propose des ateliers de dégustation de fleurs comestibles. Et après une petite visite du potager, c'est un petit goût spécial quand même, vous allez voir. elle fait goûter des pétales à ses convives. Donc là, c'est la bourrache. Donc je vous laisse en prendre une petite fleur. La bleue? Oui, c'est la bleue. La bourrache, qui est une petite fleur bleue tout à fait étonnante et qui a un goût
un peu de concombre, voire même un goût iodé. Donc quand on la met en bouche, on peut carrément avoir l'impression d'avoir une algue ou même une huître dans la bouche. Même si la texture est différente, au niveau du goût, on est sur ce type de saveur. Perchés au sommet de la butte, les jardins Renoir sont ouverts au public. Un atelier et un environnement idéal pour les Parisiens en manque de nature. J'ai grandi à la campagne et j'avais accès à un jardin. J'ai appris à cuisiner comme ça, en allant dans le jardin chercher des herbes, des légumes. Et je me suis rendu compte qu'autour de moi, pour le coup, des gens qui n'avaient peut-être pas ces racines aussi proches à la campagne étaient un peu coupés de ça. Et je voyais qu'il y avait quand même une envie ou en tout cas un besoin de la part de citadins qui n'avaient pas forcément cette connaissance-là de cultiver et de se reconnecter un peu à la nature. Après cette journée tout en couleurs, il n'y a plus de doute, le langage des fleurs se parle couramment dans la capitale. Le duo de choc de Cocotte Studio nous invite dans les coulisses de leur cabinet d'architecture ultra tendance. Attention, elles refont tout du sol au plafond. Ok, d'accord. Donc, je m'appelle Morgane Claouet, je suis Alexandra Boulet, j'ai 33 ans. J'ai 33 ans, je sais même pas quel âge j'ai. 33 ans et je suis architecte d'intérieur. Je suis architecte d'intérieur. Voici les Cocotte Studio. Pas de nom d'oiseau ici, on n'oserait pas. C'est simplement le nom d'un duo qu'elles forment depuis 2 ans. On voulait quelque chose un peu à notre image, donc assez moderne, féminin quand même. On est 2 femmes, on voulait quand même le mettre en avant. Et un peu ludique pour que les gens s'en souviennent, pour que ça marque. Il y en a qui trouvent ça même osé comme nom, parce que c'est la cocotte. Mais ça marche assez bien par rapport à notre métier. On peut se le permettre en tout cas d'avoir un nom comme ça. Les 2 architectes d'intérieur se sont rencontrés sur les bancs de l'école. Quelques années après avoir passé leur diplôme, elles décident de s'associer. Et en bonne cocotte, les 2 jeunes filles ont su trouver leurs pattes. L'utilisation de pas mal de bois clair pour justement réchauffer un peu tous les espaces. La couleur qui est assez importante pour nous, qui se décline. Alors ça peut être des couleurs très vives ou des couleurs pastel. On est plutôt dans des ambiances chaleureuses, assez cosy. Avec quelque chose des lignes assez simples, mais avec un peu des touches de fantaisie à certains endroits. Et les cocottes ont plusieurs terrains de jeu. Particuliers, entreprises, une pièce à refaire ou un appartement entier à repenser, le projet commence toujours par un plan. Vient ensuite la modélisation 3D, jusqu'à la concrétisation de leur imagination. Ce qui est sympa, c'est justement de pouvoir passer de la conception au suivi de chantier, la relation clientèle. C'est que c'est assez varié en fait, on ne reste pas toute la journée derrière notre ordinateur. Oui, surtout qu'on a plusieurs projets en même temps et que du coup on alterne tout le temps bureau, chantier. Pour moi, c'est vraiment le chantier l'étape la plus agréable. Est-ce qu'on a passé du temps à dessiner dans notre petit bureau? Ça y est, c'est en vrai. D'ailleurs, à s'épiailler, il faut aller sur un chantier en cours. Dans cet appartement parisien, il y avait tout à refaire, tout à repenser. Ce mur-là, il va être bleu et la tête de lit, elle va être camel. D'accord. Donc là, en ce moment, on est en train de choisir les couleurs pour tout l'appartement. C'est pour ça qu'il y a des échantillons de couleurs au sol. On fait plusieurs essais pour chaque pièce et ensuite, une fois que c'est peint, on peut regarder. Vu que c'est sur des panneaux volants, on peut les mettre à différents endroits en fonction des lumières et choisir la couleur définitive. 1 à 2 fois par semaine, les architectes d'intérieur contrôlent leur chantier. Elles jouent les chefs d'orchestre entre les volontés du client et le travail des ouvriers. Et ne croyez pas que les cocottes ne parlent que de couleurs. Électricité, plomberie, elles maîtrisent toute la technique. On vient sur le chantier, on regarde ce qui a été fait. On règle les problèmes qui sont rencontrés en cours de chantier. C'est vrai qu'il y a un côté très technique de notre métier qu'on aime aussi beaucoup. On fait des grosses rénovations où on change la structure de certaines pièces. Parfois, on ouvre des murs porteurs. C'est des travaux lourds et donc il faut faire attention. Faut un suivi, un vrai suivi. Côté création, les 2 jeunes femmes s'inspirent des artisans et fournisseurs avec qui elles travaillent. Dans ce showroom de carrelage, elles viennent trouver des associations à leurs idées. Soit on cherche un motif, soit on cherche une couleur, soit on cherche un aspect, un effet pierre, un effet marbre,
Donc en fonction des projets, on s'oriente plus ou moins vers telle ou telle collection. Nos inspirations, c'est aussi en regardant le travail des autres architectes. Ça peut être aussi dans nos voyages. Même de temps en temps, ça peut être le client qui est source d'inspiration, qui soit par sa personnalité, soit par les idées qu'il lui va donner. Et c'est peut-être ça la force des cocottes, picorer un peu partout pour créer le plus beau des nids douillets. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et en attendant, n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye!